Bonjour, je m'appelle Karine Bernot, je suis professeure à la faculté de droit de Nantes. Beaucoup de pays se sont déjà emparés de cette question de l'open access. Si on essaye d'avoir une approche un peu globale, on peut constater qu'il y a des points communs, mais il y a surtout des différences entre ces différents pays. Les points communs, globalement, c'est qu'en général, quand un pays se préoccupe de l'open access, c'est surtout au titre de la recherche financée par de l'argent public. C'est surtout dans cette hypothèse-là qu'on cherche à soit promouvoir, soit imposer véritablement l'open access. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est qu'en général, on se préoccupe principalement d'organiser l'accès gratuit aux revues, c'est-à-dire le premier pied de l'open access qui fait vraiment, comme je le disais tout à l'heure, la base de l'open access. La question ensuite d'organiser le partage, de faciliter l'exploitation, c'est vrai qu'elle est parfois un petit peu oubliée ou considérée comme étant secondaire. Le cœur de la cible, c'est vraiment la question de l'accès gratuit. Ça, c'est pour les points communs. Maintenant, l'essentiel, ce sont les différences. Et les différences sont importantes. Il y a vraiment différentes approches pour tenter de développer l'open access. Alors, certains pays ont choisi tout simplement de rendre l'open access obligatoire et ont adopté une loi pour cela. C'est la position peut-être la plus radicale. C'est l'exemple des États-Unis. On donne souvent l'exemple des États-Unis parce que c'est un des premiers pays qui vraiment s'est préoccupé de la question de l'open access. Et donc, par exemple, aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une loi qui prévoit que lorsqu'un chercheur bénéficie d'une subvention pour mener ses recherches, si cette subvention lui a été accordée par une agence fédérale qui bénéficie d'argent public à hauteur de plus de 100 millions de dollars par an, donc ce sont les grosses agences fédérales de recherche, eh bien ce chercheur a l'obligation de publier les résultats de ses recherches en open access. Donc ça a le mérite d'être très clair, d'être très simple aussi à formuler et à exposer. La limite de cette approche, il me semble, c'est qu'ici, on voit bien que le législateur fixe l'objectif, l'open access, et il laisse le chercheur se débrouiller pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire que finalement, au chercheur de trouver un éditeur qui va accepter soit la diffusion dans une archive ouverte, soit de publier dans une revue en open access. En même temps, l'idée, on la comprend bien, l'idée c'est de dire que plus de chercheurs seront contraints de diffuser en open access, plus les éditeurs seront obligés de faire évoluer leurs pratiques et d'accepter l'open access, à peine de se priver tout simplement de la majorité des travaux qui sont financés par de l'argent public. Donc l'idée, c'est d'enclencher ce cercle-là et cette logique-là. Mais en attendant, c'est vrai que toute la responsabilité pèse sur le chercheur. On lui fixe l'objectif, mais on ne lui donne pas les moyens, à lui de se débrouiller. Ça, c'est l'approche américaine. Il y a aussi l'approche britannique qui est intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle s'inscrit un petit peu dans la même démarche, mais d'une manière en même temps assez différente. Disons que c'est la même logique, mais avec des moyens différents. En Grande-Bretagne, comme dans beaucoup de pays, les établissements d'enseignement supérieur reçoivent chaque année une dotation de l'État pour fonctionner. Et cette dotation, elle est calculée en fonction de différents critères, liés notamment à la formation et à la recherche. Et pour ce qui est de la recherche, on prend en compte notamment les publications qui sont effectuées par les chercheurs de cet établissement, ce qui est assez classique. Eh bien, depuis le 1er avril 2016, il a été décidé que ne sont prises en compte dans le cadre de l'évaluation de cette dotation que les publications en open access. Donc l'idée là, c'est toujours la même. L'idée, c'est de dire, s'il n'y a pas de publication en open access, la dotation de l'établissement va diminuer, ça aura un impact sur les conditions de travail des chercheurs, sur le financement de leur recherche, donc ça va les inciter à diffuser en open access. Mais finalement, le point commun avec le système américain, c'est que là encore, c'est le chercheur qui se débrouille. Si vraiment il veut diffuser en open access, à lui de trouver le bon éditeur en quelque sorte pour cela. Alors un élément quand même peut-être pour tempérer cette affirmation, c'est qu'aussi bien en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis, beaucoup d'universités, ou en tout cas un certain nombre, les plus riches, se sont dotés d'un service pour accompagner le chercheur, pour négocier son contrat d'édition. Mais il faut avoir les moyens de pouvoir s'équiper, se doter d'un tel service qui n'est évidemment pas à la portée de toutes les universités. Donc ça, c'est une première logique où finalement, eh bien, on impose, soit à travers une loi, soit à travers le financement de la recherche, on impose l'open access. L'autre voie, qui me paraît moi assez intéressante, consiste non pas à imposer l'open access, mais à donner aux chercheurs les moyens de diffuser en open access. Ça, c'est typiquement l'exemple allemand. La loi allemande en 2013 a créé ce qu'on appelle un droit d'exploitation secondaire pour le chercheur qui s'inscrit dans cette logique-là, et c'est ce qui a inspiré le législateur français. C'est l'exemple, c'est la disposition qu'on retrouve dans le projet de loi pour une république numérique qui doit être promulgué en principe en France à l'automne 2016. Alors, on peut résumer la logique assez simplement.
Je vais raisonner à partir du texte de loi français, puisqu'on a le texte de la commission mixte paritaire qui est public, donc on voit tout de même clairement ce qui se dessine aujourd'hui. Sans entrer trop dans les détails, parce que le texte est un petit peu dense et touffu, l'idée est la suivante. Lorsqu'un article résultant de recherches qui sont financées au moins pour moitié par de l'argent public est publié dans un périodique qui paraît au moins une fois par an, revue scientifique. Dans ce cas-là, son auteur a le droit de le rendre accessible gratuitement sur Internet, soit immédiatement dès publication dans la revue si la revue est elle-même accessible gratuitement, revue en open access, soit après expiration d'un délai qui est au maximum de 6 mois pour les domaines de la science, de la technique et de la médecine, ou 12 mois pour les sciences humaines et sociales. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve notre délai d'embargo qu'on évoquait tout à l'heure, qui est là inscrit dans la loi. C'est-à-dire que dans cette hypothèse-là, pour ce qui est de l'édition, donc on va dire traditionnelle, classique, après expiration de ce délai au maximum de 6 ou 12 mois selon les disciplines, l'auteur a le droit de déposer son article dans une archive ouverte. Et ce droit, il est inscrit dans la loi, le contrat ne peut pas le remettre en cause. La limite qui est posée par le législateur, c'est que l'auteur ne peut pas, dans ce cadre, exploiter son article en poursuivant une finalité commerciale. Ce qui est assez logique. Il ne s'agit pas, à expiration du délai de 6 ou 12 mois, de concurrencer son éditeur. L'objectif, c'est de promouvoir l'open access, c'est de faire en sorte que l'article puisse être diffusé à tous gratuitement. Alors ce texte, sans doute, je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est vrai qu'il est assez complexe, sans doute qu'il posera des difficultés de mise en œuvre. Je prends juste un exemple. Je vous ai indiqué à l'instant que les délais d'embargo n'est pas le même selon les disciplines. Comment on va faire pour les recherches transdisciplinaires? Imaginons un article qui mêle médecine et sciences humaines. 6 ou 12 mois. Je ne peux pas vous répondre. À ce jour, je ne peux pas vous répondre, mais ça fait partie des difficultés qui nécessairement se poseront. Mais néanmoins, pour répondre à votre question, moi, c'est cette approche qui, clairement, a ma préférence. C'est cette approche qui a ma préférence parce qu'elle préserve la liberté de l'auteur. C'est l'auteur qui décide. C'est lui qui est maître, c'est la logique même du droit de l'auteur tel qu'on le conçoit en droit français. Il décide quand, comment son œuvre est exploitée et il décide de la diffuser en open access. Et la loi lui donne les moyens de le faire sans avoir à aller négocier plus ou moins facilement avec un éditeur ou trouver un éditeur qui propose une revue en open access. Alors maintenant, pour être totalement honnête, cette liberté de l'auteur, c'est selon moi ce qui fait la force de cette approche, c'est aussi ce qui en fait la faiblesse. C'est aussi ce qui en fait la faiblesse parce que la question, c'est de savoir si les auteurs vont s'emparer de ce droit que leur donne la loi. Alors si on prend l'exemple allemand, on n'a pas beaucoup de recul, parce que la loi allemande a créé ce dispositif en 2013, mais les premiers chiffres auxquels on a pu avoir accès nous disent qu'un an après l'entrée en vigueur de cette loi en Allemagne, 10% des chercheurs avaient fait usage de ce droit qui leur est donné par la loi, qui est comparable à celui que l'on va bientôt connaître en droit français. Il me semble que ça signifie deux choses. D'abord, il faut informer les chercheurs. Il faut d'abord que les chercheurs sachent qu'ils ont ce droit. Et ça suppose de faire de la pédagogie, de l'information. Et puis ensuite, il faut peut-être aussi, si on considère que l'open access est une nécessité ou un objectif au moins, il faut peut-être aussi que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche prennent leurs responsabilités. Si ces établissements veulent que leurs chercheurs diffusent en open access, eh bien peut-être faut-il que ces établissements prennent des mesures pour les inciter à le faire. Et là, on peut notamment évoquer un élément qu'on citait déjà tout à l'heure. Par exemple, décider au sein des établissements que les promotions accordées en interne le seront au regard des publications qui sont faites en open access à compter de l'entrée en vigueur de la loi. La loi donne aux chercheurs les moyens de diffuser en open access, il choisit de le faire ou pas, mais s'il ne le fait pas, il en assume les conséquences. Donc, cette loi qui se dessine en droit français, cette loi pour une république numérique, moi, elle me paraît vraiment très intéressante, mais ce qui est important aussi, ce sera d'accompagner cette loi. Accompagner cette loi et accompagner les chercheurs pour les inciter éventuellement à recourir à l'open access ou en tout cas leur faire comprendre ce que la loi leur permet de faire et l'intérêt que ça peut présenter pour eux.